On va reprendre. Je vous présente tout d'abord notre invité d'honneur, Diane Tapp. Comme j'ai présenté mon sujet de DSS tout à l'heure, c'est une conférence qui, moi, m'intéresse encore plus particulièrement. Je pense que ça va être très intéressant. Donc, Diane Tapp est infirmière et professeure agrégée à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval. Ses intérêts de recherche et d'enseignement portent entre autres sur la gestion de certains symptômes et les soins aux personnes en fin de vie terminale, et ce, dans différents contextes de soins. Plusieurs des projets de recherche auxquels elle participe ont pour thème central les enjeux et les pratiques éthiques en contexte de maladies chroniques ou de fin de vie. Elle est chercheure régulière au Centre de recherche de l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec, Université Laval. Elle est également une chercheure et membre du conseil de direction au sein du Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie. Il y avait une petite coquille, justement, dans le document aux participants. Il était écrit professeur adjointe. C'est une description qui date un petit peu, je pense. Donc, voilà, j'essaie de la parole à Diane. Bien, merci beaucoup à Marie-Pierre, le comité organisateur. Félicitations à Kevin, une présentation très, très intéressante. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici ce soir pour vous présenter des résultats quand même assez chauds. C'est dans les premières fois que je présente, même là, il y a une partie là, qualitative à la fin que vous avez en primeur. Donc, je suis très, très, très contente d'être ici. Donc, je vais partager mon écran, question que vous voyez bien ma présentation. Est-ce que vous voyez bien? Ça va? Je vais juste... Bon, toujours avec Zoom, le petit enjeu, c'est attendez un petit peu. Oups! Attendez. Parce qu'on perd notre souris. Hein? Bon, OK. Donc, pour vous parler aujourd'hui des connaissances, attitudes et représentations des Québécois par rapport aux pratiques de soins de fin de vie. En fait, la question que je vous ai mise d'entrée de jeu, c'est est-ce que les Québécois préfèrent l'aide médicale à mourir? Est-ce qu'on en est rendu là? Et c'est une des questions, en fait, qui a mené vraiment à l'élaboration de ce projet-là. L'aide médicale à mourir, je ne sais pas les connaissances que vous avez par rapport au sujet, mais en fait, c'est légalisé maintenant au Québec et au Canada. En fait, au Québec, c'est l'induction de la mort chez quelqu'un qui en fait la demande, alors qu'au Canada, il y a deux formes, soit l'euthanasie qu'on connaît et qui est l'induction de la mort à une personne, ou le suicide assisté, qui est la personne prend elle-même le médicament. En fait, actuellement, c'est environ 2% des décès au Québec qui se font par aide médicale à mourir. Et ce qu'on se rend compte, c'est que de plus en plus, on voit cette tendance-là qui est vraiment une tendance flagrante, que les Québécois sont largement favorables à l'aide médicale à mourir. Donc, jusqu'à une proportion de 85%. Puis, globalement, c'est un chiffre qui augmente, en fait, tout simplement. Et maintenant, c'est une pratique qui s'insère dans un continuum, dans un éventail de pratiques en soins palliatifs, mais du moins actuellement dans des pratiques de soins de fin de vie. Et là, le questionnement qu'on avait, puis à travers différents écrits, différents rapports qu'on a vus, notamment en lien avec la Commission sur les soins de fin de vie, toute la question de la préférence pour l'aide médicale à mourir au détriment d'autres pratiques. On s'est dit, en fait, pourquoi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça existe? On a même vu dans certains milieux, avec la commission, qu'il y a même plus d'aide médicale à mourir que de sédation palliative, qui est une pratique de fin de vie dans ces milieux-là. Donc, on voit qu'il y a vraiment une tendance à ce que l'aide médicale à mourir prenne beaucoup de place auprès de cette clientèle-là. Donc, pourquoi une certaine préférence qui pourrait se dessiner? Est-ce que c'est une question de connaissance? Est-ce que, je vous parlais de la sédation palliative, est-ce qu'il y a une confusion, sédation palliative, aide médicale à mourir au final? Est-ce que ça revient au même? Est-ce que c'est la même pratique, mais la sédation palliative est en forme d'euthanasie déguisée? Est-ce qu'il y a
des éléments par rapport à ça. Il y a toute la question, je vous le mets entre guillemets, mais toute la question du mythe de la dernière piqûre, de dire, ben, on lui a donné de la morphine, puis là, elle est décédée tout de suite après, ou pas longtemps après, ou elle s'est endormie, puis elle ne s'est jamais réveillée. Il y a toute la conception de la fin de vie, mais aussi des pratiques qui sont instaurées à ce dernier moment-là de la vie. Aussi le fait que l'aide médicale à mourir, dans toute la question de la commission sur la question de mourir dans la dignité, l'aide médicale à mourir bénéficie de beaucoup plus de visibilité, que ce soit dans les médias, socialement, sur la place publique. Donc, elle a été largement médiatisée, largement débattue également, ce qui fait que possiblement, on la connaît plus que les autres pratiques de fin de vie dont on ne parle à peu près pas. Est-ce que c'est aussi une question de préparation, un accès variable aux soins de fin de vie? Bien, l'accès aux soins palliatifs dans les différents milieux est limité et variable, que ce soit en région, en fait, dans les différentes régions du Québec, mais aussi selon certaines populations. Une personne qui va être atteinte pour dire quelque chose, d'une maladie chronique pulmonaire, le MPOC, ou un patient insuffisant cardiaque, va avoir un accès différent, voire peut-être un peu moins important à des soins palliatifs, compte tenu de la nature de la maladie, mais aussi l'organisation des services qui est variable. Donc, un accès différent. Aussi, l'aide médicale à mourir est très, très balisée légalement. Donc, un professionnel ne peut ignorer, puis c'est très inscrit dans la loi, aucun professionnel ne peut ignorer une demande ou une demande d'information en lien avec l'aide médicale à mourir. Donc, c'est beaucoup sous forme de devoir et en tant que tel, plus balisé, là, plus, je dirais, pas restrictive, mais encadrante pour les professionnels aussi. La planification aussi est parfois absente. De dire, bon, ben, je suis dans une trajectoire de maladie chronique. Comment j'entrevois mes soins palliatifs, ma fin de vie, ma mort, mon mourir, en sachant que ça peut arriver dans 2, 3, 5, 10 ans, mais ce processus de planification-là avancé est effectué dans 20 à 30 des situations. Donc, idéalement, on aurait des chiffres beaucoup plus élevés. En tout cas, vous parlez à quelqu'un de soins palliatifs qui, bien entendu, aime réfléchir à ces questions-là, mais l'idée, c'est que si ces discussions-là étaient effectuées au préalable, avant qu'une crise ne survienne, bien, il y aurait possiblement des soins qui ne seraient pas effectués ou des alternatives qui seraient proposées, puis la personne pourrait voir différentes options en situation de stress, une situation de crise ou en une situation de prise de décision, plutôt que de dire, ben, moi, c'est l'aide médicale à mourir. Donc, une cristallisation possiblement du choix en matière de fin de vie qui serait peut-être plus élargie ou avec un éventail plus grand. Et possiblement, puis là, c'est toutes des hypothèses qu'on a mis sur la table, qu'on a relevées dans la littérature, mais une attitude nourrie par l'expérience, d'une part, d'accompagnement, ou encore l'absence d'expérience. Donc, l'idée de la mort indigne, allant à l'encontre des valeurs de l'individu, celles des proches, d'être un fardeau, on l'entend souvent. Le caractère obscur aussi du processus de la fin de vie, de la mort, par le peu de contact ou l'absence de contact, ou même une vision qui est discutée, qui est partagée, mais qui n'est pas forcément vécue ou réelle dans le quotidien de la personne. Donc, on avait ces questions-là et ça nous a vraiment amené à deux grandes questions de recherche. Si et pourquoi les Québécois préfèrent l'aide médicale à mourir par rapport aux autres pratiques. On s'est intéressé plus spécifiquement, oui, à l'aide médicale à mourir, à la sédation palliative continue. Puis là, je veux quand même vous présenter beaucoup de données, fait que je passe sur certains détails, mais je m'excuse si certaines personnes connaissent un peu moins les pratiques, mais on pourra y revenir. Le suicide assisté, l'abstention ou la cessation de traitement en fin de vie et l'administration du protocole de détresse respiratoire, qui peuvent avoir certains rapprochements au niveau populaire avec l'aide médicale à mourir. Et on s'est demandé aussi bien, quels sont les déterminants ou les facteurs qui influencent les connaissances, l'attitude de la population à l'égard de ces pratiques-là. On s'est demandé est-ce que c'est une question
de genre de facteurs individuels? Est-ce que le fait d'avoir eu des expériences d'accompagnement peut influencer? Des conditions de santé, être dans un processus de planification avancée, vivre en situation de précarité parce que ça influence l'accès aux soins, puis aussi le rapport aux professionnels de la santé et la conception des soins versus sa trajectoire de vie. Donc, c'est des dimensions qu'on pensait, en fait, qu'on voit dans la littérature, qui peuvent influencer cette question-là d'attitude et des connaissances. Donc, nos objectifs étaient de comparer les connaissances et l'attitude des Québécois par rapport en lien avec l'aide médicale à mourir et les autres pratiques de soins de fin de vie, évaluer l'influence des connaissances sur l'attitude en contrôlant pour certains facteurs individuels et explorer d'autres éléments qui influencent l'attitude, comme la représentation sociale des pratiques de soins de fin de vie. On avait aussi des objectifs secondaires. Ceux qui me connaissent savent que j'ai un petit intérêt pour les technologies. On voulait en fait explorer différentes façons de recruter des participants. C'était avant la COVID, avant que tout soit en ligne et tout, en fait, qu'on ne puisse pas rejoindre les gens directement, mais on est allé par un recrutement. En fait, on s'intéressait par le recrutement Facebook et les médias sociaux. Donc, on se demandait, est-ce que c'est possible de recruter des gens pour leur parler, en fait, dans des projets de recherche, pour leur parler de fin de vie, de mort, d'aide médicale à mourir? Est-ce que c'est un sujet, en fait, qui est possible d'aborder dans les médias sociaux alors qu'on y voit plus une forme, c'est peut-être un jugement, et je m'en excuse, une forme de superficialité ou la rapidité de lecture des fils ou des publicités qu'on voit. Donc, ça, c'était un de nos objectifs. Et l'autre objectif, c'était de cibler certaines populations pour dire, est-ce qu'on est capable d'aller rejoindre cette population-là avec les moyens qu'on se donnait de recrutement? Donc, les personnes ayant accompagné des personnes en soins palliatifs, plus classiques, les personnes ayant accompagné des personnes en soins palliatifs, mais en fait, alors qu'elles étaient atteintes de démence, parce qu'on pense que l'expérience d'accompagnement puis l'expérience de fin de vie était différente. On voulait comparer. Aussi des personnes atteintes de maladies chroniques et des personnes vivant en situation de précarité. Puis en sachant que, surtout les personnes vivant en situation de précarité, on savait d'entrée de jeu, puis c'était un peu un pilote, un test. On voulait voir comment on allait être en mesure de les rejoindre, jusqu'à quel point, avec les modalités qu'on se donnait, c'est-à-dire questionnaire quantitatif, questionnaire en ligne. On savait que ça allait être un défi, on va en reparler plus tard. Donc, on a utilisé un devis mix séquentiel, donc d'abord quantitatif avec une portion qualitative si les gens étaient intéressés à vouloir poursuivre et nous partager leurs réflexions, leurs perspectives au sujet des thématiques du projet. On visait 120 participants, donc 30 participants par groupe. C'était comme un pilote. Comme je vous ai dit, on avait vraiment l'idée de est-ce que ça va marcher? Puis c'est quand même novateur là, de faire ces moyens de recrutement-là. Donc, un recrutement large via les médias sociaux. On a aussi utilisé des moyens classiques qu'on voulait comparer avec des affiches, aussi des infolettes, des réseaux d'organismes, réseaux partenaires qui nous ont aidés aussi là, pour le recrutement. Puis on avait la possibilité d'offrir le questionnaire papier ou en ligne pour comparer finalement les préférences des individus en matière d'administration du questionnaire. Donc, comment il était construit, notre questionnaire? Il y avait 2 vignettes. Un patient en situation de soins palliatifs classiques en fin de vie et un patient atteint de démence qui était d'abord pas en fin de vie, mais qui évolue vers la fin de vie. On a évalué par rapport à ces 2 vignettes-là, 7 pratiques de soins de fin de vie. Je vous les ai nommées tout à l'heure. L'aide médicale à mourir, la sédation palliative, on avait le suicide assisté, l'arrêt de traitement et le protocole de détresse respiratoire. Puis pourquoi je dis 7, c'est que dans le fond, l'aide médicale à mourir et la sédation palliative étaient évaluées en fait pour les patients en soins de fin de vie, mais aussi pour les patients atteints de démence. On a fait un pré-test, là, toutes les étapes classiques, pré-test auprès d'experts, public cible, puis on l'a offert aussi français-anglais.
parce que ça aussi, c'était une dimension en termes de représentation des soins de fin de vie, puis de rapport à l'aide médicale à mourir, rapport à la mort qui était différent. Oh mon Dieu, reste 5 minutes. J'ai beaucoup plus de matériel que ça, je vais faire vite. OK, donc les entrevues qualitatives, on a procédé par vidéoconférence et on a fait des analyses dont je vous parlerai pas beaucoup. Donc, juste quelques mots pour bien comprendre. Les connaissances, on avait 2 questions. Est-ce que cette pratique est légale et est-ce que ça constitue une aide médicale à mourir? Donc, pour chaque pratique, on avait ces 2 questions-là et on évaluait l'attitude, sous forme d'attitude pour autrui et l'attitude pour soi-même, parce que ça varie aussi dans la conception. Des fois, on est très favorable pour autrui, mais on l'est moins pour soi-même et vice-versa. Donc, quelques résultats, je vais passer vraiment vite. Là. J'ai pris trop de temps d'entrée de jeu. Donc, on a eu un très, très haut taux de participation. En fait, là, au dernier moment, j'ai 962, mais on a dépassé le 1000 participants maintenant. Donc, là, ce que je vais vous présenter, c'est analysé sur 875 participants, principalement des femmes. Là, je vais revenir si j'ai le temps tout à l'heure, avec un âge moyen de 58 ans. Et 96 % de notre échantillon était francophone. On avait un échantillon aussi très, très scolarisé, donc majoritairement avec un baccalauréat. Notre répartition dans les 4 groupes, c'était beaucoup des gens avec des expériences d'accompagnement. Et vous voyez que on était conscient de cet enjeu-là, mais on a recruté là, un peu moins de 5 % de notre échantillon qui vivait en situation de précarité. Par rapport aux connaissances, là, je perds une petite partie. OK, bon, avec la photo. Les connaissances, en fait, les gens connaissent davantage l'aide médicale à mourir de ce qu'on voit. C'est 65 %, contrairement, par exemple, à la sédation palliative où il y a un petit peu plus parité en termes de mauvaise réponse, mauvaise connaissance, je mets vraiment en guillemets. Là, j'ai moins de temps pour nuancer mes propos. Mais, et le protocole de détresse, en fait, il y a plus de mauvaises réponses que de bonnes réponses. Donc, ça suggère de moins bonnes connaissances. Donc, aide médicale à mourir, suicide assisté, abstention de traitement, on voit qu'il y a beaucoup plus de bonnes connaissances que de moins bonnes connaissances. Donc, ça, c'est un point très positif. On voit qu'il y a une variation pour qu'est-ce qui représente l'aide médicale à mourir versus l'aide médicale à mourir démence. Donc, la question de est-ce que c'est légal actuellement a vraiment été problématique là, pour ce qui est de l'aide médicale à mourir pour les patients atteints de démence. Donc, ça, on pourra revenir. L'attitude pour autrui, en fait, ce qu'on voit, c'est en fait, les gens sont très, très favorables. Il est fait plus favorable à l'aide médicale à mourir qu'aux autres pratiques. Donc, plus favorable qu'à la sédation palliative. On voit en fait que les gens sont le moins favorables, c'est vraiment le suicide assisté. Puis j'apporte à votre attention que c'est très, très fort. Tu sais, on voit qu'il y a extrêmement probable versus très probable. On voit même une différence. On voit que l'aide médicale à mourir, il y a moins de réponses en ce sens-là. C'est vraiment beaucoup plus concentré. Fait que c'est comme l'idée d'une attitude qui est sans équivoque ou avec moins de nuances. L'attitude pour soi, encore là, beaucoup plus de faveur ou une attitude plus élevée par rapport à l'aide médicale à mourir. Et en termes de facteurs, je vais passer rapidement. Le niveau de scolarité est un facteur qui influence beaucoup les connaissances. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que les connaissances n'influencent pas vraiment l'attitude face à la sédation palliative et l'aide médicale à mourir. Donc, cette attitude-là est assez variable. Quand il y a des dés, là, c'est que c'est en fait le fruit du hasard, qu'est-ce qui va influencer l'attitude. Par contre, le fait de ne pas avoir beaucoup de connaissances, ça c'est un élément intéressant, beaucoup de connaissances ou des bonnes connaissances par rapport aux pratiques de fin de vie, nous amène à, dans le questionnaire, on avait des questions par rapport aux craintes qu'il y ait des dérapages. Donc, des bonnes connaissances faisaient en sorte qu'il y avait moins de craintes par rapport aux dérapages en lien avec l'aide médicale à mourir, notamment.
Et qu'est-ce qui, dans les résultats, qui a fait une différence dans l'attitude par rapport à l'aide médicale à mourir, la sédation palliative, c'est vraiment la question de la planification avancée qui a été l'attitude là, pour les différentes pratiques. Le genre, la situation financière, la langue, la qualification d'une mauvaise santé n'ont pas constitué des facteurs d'influence pour soi-même. Pour soi-même, il y a l'idée aussi de l'importance de la religion et le niveau de scolarité. Le fait d'avoir accompagné semble influencer positivement les connaissances par rapport aux pratiques de fin de vie. Donc, ça, c'était un élément, c'est une des hypothèses qu'on voulait tester. Par contre, l'expérience détermine plus ou moins, en tout cas quantitativement, l'attitude. À l'exception, ce qui est vraiment intéressant pour un clinicien, c'est l'idée du protocole de détresse respiratoire. Donc, les gens qui avaient accompagné avaient une attitude plus favorable par rapport au protocole de détresse. La perception d'une mauvaise santé, qui en fait, on a pris cette variable-là pour aller chercher les personnes avec une situation de maladie chronique, avait une influence sur les connaissances, qui vient peut-être en lien avec la planification avancée. Je passe plus rapidement pour ma dernière diapo, ce qui va être bien pour Marie-Pierre qui garde bien le temps. Ce qu'on se questionnait, c'est est-ce qu'il y a d'autres choses qui influencent l'attitude? Puis pourquoi? Puis comment les gens se représentent l'aide médicale à mourir dans le grand monde des soins palliatifs, puis dans le grand monde du mourir et de la mort. Et ce qu'on se rend compte dans les données qualitatives là, les entrevues qu'on a faites, c'est que les expériences vécues alimentent la représentation des soins de fin de vie, alors que les médias, parce que beaucoup, ce qu'on entendait parler, c'est tel journaliste à la radio ou telle émission qui a passé à Radio-Canada, bon, etc., alimentait beaucoup les représentations au sujet de l'aide médicale à mourir. Donc, peut-être, je vous parlais d'entrée de jeu, une expérience vécue versus anticipée. L'absence d'expérience semble, en tout cas, dans les résultats qualitatifs ressortir. Des réflexions, des appréhensions issues d'expériences laides, qu'elles soient réelles ou imaginées, entraînent un désir de s'y soustraire, à l'agonie, à la fin de vie, au profit d'une fin de vie ou d'une mort entourée, rapide et consciente. Donc ça, ces trois concepts-là, vraiment, ces trois thèmes-là ressortent énormément, que ce soit dans son rapport à la mort laide, qui est une mort qui va être lente, etc., dans une idée d'agonie, seule, c'est froid, etc. La personne n'est plus là, n'est plus consciente. Et l'aide médicale à mourir qui se fait rapidement entourée de ses proches dans une ambiance festive, alors que la personne est encore consciente. Et encore consciente, c'est dire qu'elle n'a pas eu le temps de faire le point de non-retour ou ce qu'elle devient. Les gens disaient pendant qu'ils sont encore vivants. Donc, versus devenu mourant. Il y a comme une transition, un passage qui, finalement, l'aide médicale à mourir arrive avant ce processus-là. Je vais juste... là, j'ai de la misère à... un des extraits disait « C'est de la façon qu'on voulait qu'elle quitte. À vrai dire, elle n'est pas partie toute seule en manquant d'air dans son sommeil. Elle a vraiment choisi que c'était le moment pour elle de lâcher prise, sans douleur, calme, c'est l'image que j'ai de ma mère. » Puis une autre qui parlait de son père, alors que lui a eu l'aide médicale à mourir, mais en fait, elle relate en fait qu'il serait décédé dans des conditions, s'il n'y avait pas eu l'aide médicale à mourir, bien, il y aurait eu de l'eau dans ses poumons, il serait mort tout seul, etc. Puis on n'aurait pas été là. Donc, vraiment, ce paradoxe ou cette opposition-là dans les types de morts, toujours en lien avec l'idée d'être entouré et des conditions dans lesquelles le processus de fin de vie se passe. Donc, en conclusion, des connaissances variables en lien avec les différentes pratiques, mais qui n'influencent pas forcément l'attitude. L'expérience d'accompagnement, la scolarité, la situation financière sont quelques facteurs qui influencent les connaissances, mais l'attitude varie davantage dans les groupes.
Conclusion, d'autres analyses à venir. Vous voyez que c'est juste le début avec toutes les données qu'on a. On a beaucoup d'analyses de l'efficacité des médias sociaux. Notre échantillon était aussi pas représentatif, donc 90% féminin. Par contre, le genre n'a aucun impact dans les résultats, ce qui est bon pour nous. Ça n'a pas été une variable d'influence d'aucune donnée qu'on a reçue. Et il y a d'autres projets, bien entendu, en développement ou qui, en fait, surtout en lien avec la précarité. On est en train de faire un sous-projet pour aller vraiment chercher davantage avec des méthodes beaucoup plus appropriées, finalement, pour rejoindre cette clientèle-là. Donc, je vous remercie infiniment. Je m'excuse d'avoir pris le temps. J'ai fait ma professeure un peu délinquante de dire oh, je vais y aller comme ça. Puis, je m'excuse. Merci. Merci beaucoup, Diane. C'était super intéressant. Vraiment, la section commentaires s'enflamme déjà. Ce que je vous propose, c'est on va faire une période de questions d'une quinzaine de minutes. Ensuite, on va prendre encore un petit 5 minutes de pause. Puis ensuite, ceux qui voudront revenir, on pourrait échanger soit sur le contenu des conférences ou autre chose. C'est vraiment, on va prendre les tours de parole de façon très libre. Donc, si jamais vous avez des questions supplémentaires pour Kevin ou pour Diane, ce sera aussi l'occasion de les poser. Donc, je laisse Jennifer gérer les tours de parole. Puis je laisse aussi mes coordonnées là, si jamais j'ai pas le temps on n'a pas le temps de répondre à tout le monde ou si les gens veulent me poser directement des questions, ils ont mes coordonnées, surtout courriel. Le téléphone, je ne les prends pas souvent. Un gros merci, Diane. Égale à toi-même, toujours aussi fascinante, puis tellement riche le travail que tu es en train de faire, puis que tu fais de façon générale. Je vais y aller en ordre, premier arrivé, premier servi. Je ne veux surtout pas qu'il y ait de confusion à ce niveau-là. Quel est le coût total de l'aide médicale à mourir pour une personne? Oh! Je suis pas la bonne personne. Je suis pas la bonne personne à qui poser cette question-là. J'ai pas fait d'analyse économique de ce que ça représente un patient en soins de fin de vie qui reçoit des soins de fin de vie pendant X temps versus un patient qui reçoit l'aide médicale à mourir. Je peux vraiment pas répondre à cette question-là. Elle est pertinente par ailleurs, mais je suis pas la mieux placée. Pas de souci. Quels sont les facteurs qui permettent un accès aux soins de fin de vie? Est-ce qu'un patient peut demander les soins de fin de vie? Absolument. En fait, dépendamment de son état et avec qui elle fait affaire, par qui elle est accompagnée. Mais en fait, toute personne qui reçoit des soins peut décider de ne pas les recevoir ou peut remettre en question ces choix-là ou vouloir différentes options. Et vous savez, en fait, toute personne a le droit de refuser un soin qui lui est proposé ou qu'elle reçoit. Donc, elle peut dire, moi, je ne veux pas tel traitement. Puis, à ce moment-là, si c'est un traitement vital ou qui maintient la vie, là, la personne peut décider de recourir à des soins palliatifs. Donc, ça, c'est un absolu. Excusez-moi, la définition aussi des soins palliatifs tend à s'élargir. Je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives actuellement au Québec, au Canada. Quand je vous parlais de tout le mouvement de planification avancée, mais de reconnaître plutôt la clientèle susceptible de bénéficier des soins palliatifs pour commencer un processus puis faire en sorte que cette personne-là puisse recevoir les soins en temps opportun et des soins qui sont en phase avec ses souhaits et ses valeurs. Donc, je pense que il y a des chances que dans les prochaines années, mais je suis optimiste et je suis peut-être un peu naïve, mais je suis définitivement toujours optimiste. Je pense que dans les prochaines années, les soins palliatifs vont peut-être être offerts plus rapidement ou en tout cas constituer une option parmi d'autres. Je parlais avec quelqu'un pas plus tard que cet après-midi qui me disait, là, ma grand-mère avait une démence avancée, elle n'était plus là, le fameux classique, puis était grabataire, alité constamment, tout ça. Puis on a quand même fait un traitement d'antibiotiques parce que ça a été proposé. Puis là, je dis, on te propose d'autres choses. Non, ils ont dit, on va essayer ça, puis on va voir comment ça va aller. Mais peut-être qu'avec le temps, ces options-là vont être proposées plus tôt, puis des décisions conséquentes vont être offertes plus tôt. Donc, ma réponse est oui, mais
des fois, ça prend quelqu'un pour le proposer, ça prend quelqu'un pour en parler, que ce soit le professionnel ou la personne, puis il faut que ces conditions-là soient réunies. Oui. On demande aussi, est-ce que l'attitude négative des personnes par rapport à différentes méthodes est due au choix de mots? Les approches utilisant des expressions suicide, détresse ont de moins bons résultats. Comme les personnes ont de mauvaises connaissances, est-ce que la connotation des mots a une influence sur les résultats? Bien, ça, c'est un élément très intéressant parce qu'on ne l'a pas nommé comme ça. Donc, on a décrit la pratique en disant prennent un médicament, par exemple, pour le suicide assisté, que le pharmacien ou le médecin fournisse un médicament qui va entraîner le décès, mais que la personne, je ne me rappelle plus la formulation exacte, mais qui va faire en sorte que la personne va décéder, mais qu'elle le prend elle-même. Fait que ça, on n'a pas dit le suicide assisté parce qu'on voulait vraiment voir est-ce que la personne, c'est la pratique qu'on décrit, peu importe comment ça s'appelle, est-ce que c'est légal, puis est-ce que c'est acceptable. Donc, on a essayé de faire beaucoup attention à ne pas utiliser de vocabulaire péjoratif ou connoté ou qui suggère un jugement de valeur d'aucune façon. C'était juste de décrire. Puis aussi, on s'est assuré de ne pas utiliser des termes trop compliqués. Ça, c'est un travail qu'on a fait autant avec les experts qu'avec la population. Fait que ça, pour ce prétexte-là, on avait été travailler avec des gens qui étaient dans des organismes communautaires. On a aussi des chercheurs qui sont beaucoup qui travaillent beaucoup avec des gens en situation justement de précarité, de marginalité. Donc, on a vraiment fait un travail pour que ce soit le plus accessible possible, mais en même temps que ça dise ce que ça dise. Là. Prochaine question. Qu'en est-il du personnel soignant, les médecins et les infirmières, en termes d'attitude favorable à l'aide médicale à mourir? La recherche ne pensait pas sur cette population-là, mais d'après vous, est-ce que le milieu organisationnel peut influencer cette attitude? C'est super intéressant. Je vais répondre en 2 temps. On sait qu'il y avait des professionnels de santé dans notre échantillon. C'était une petite partie. Fait que ça, c'est une des sous-analyses qu'on va essayer d'aller chercher, si on peut, là, avoir suffisamment de participants. Mais c'est vrai que l'étude ne portait pas là-dessus, mais on s'est rendu compte que ça intéressait aussi des professionnels. En fait, souvent, ces gens-là ont des expériences personnelles, puis je pense qu'ils parlaient à ce titre-là. Donc, pas tant avec leur chapeau d'intervenant. Fait que ça, c'est un point. Ce qu'on sait, par contre, de la littérature existante, c'est que les professionnels sont très favorables quand même à l'aide médicale à mourir. Les infirmières un peu plus que les médecins. En tout cas, dans les données qu'on avait, il faudrait refaire exactement les mêmes études. Il faudrait aller voir maintenant qu'est-ce qu'il y en est. Mais je pense que les professionnels sont assez favorables. La sous-question par rapport à est-ce que ça peut influencer l'attitude du professionnel ou du clinicien, le médecin traitant ou les intervenants qui sont dans le dossier ou qui travaillent avec la personne, qui sont défavorables. Dans la littérature, des écrits qu'on a, puis je m'excuse d'y faire référence constamment, mais oui, c'est un élément qui a été nommé comme étant un frein au fait que la personne en parle, la personne ouvre le sujet. Et ça peut limiter. Puis aussi, ce qu'on se rend compte, c'est que là, il y a un peu de magasinage, l'idée d'aller voir des professionnels qui sont plus favorables, les interpeller directement. On voit qu'il y a comme ce phénomène-là qui survient, mais c'est encore soit des exceptions, c'est anecdotique pour l'instant parce qu'on n'a pas les études là, qui nous montrent ce phénomène-là. Encore des belles pistes de recherche à explorer. Tu mentionnais la démence tout à l'heure, un cas d'interrogation par rapport à une patiente qui souffrait de démence. Actuellement, est-ce que c'est possible d'avoir accès à l'aide médicale à mourir pour des patients qui sont atteints de démence s'ils ont préalablement signé une directive médicale anticipée? Non. Non, en fait, c'est peu importe le moyen, l'aide médicale à mourir pour les personnes atteintes de démence, qu'elle soit au moment où la personne est en fin de vie, ce n'est pas possible parce qu'elle est plus consciente, elle est plus en mesure de consentir. Mais même antérieurement, même si elle a, au début de sa maladie, qu'elle fait la demande,
elle ne l'aura pas parce qu'elle n'est pas en fin de vie. Puis même si une demande anticipée au moment de la fin de vie, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, il n'y a aucun moyen actuellement au Québec pour une personne atteinte de démence de recourir à l'aide médicale à mourir. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travaux en cours pour cette question-là, cet enjeu-là. Ça s'en vient. Il y a des travaux qui s'en viennent. En fait, il y a un critère, le critère de la fin de vie a été contesté récemment. En fait, c'est en principe en décembre là, que ça devient inopérant, là, officiellement, le critère de fin de vie. Il y a tout le jugement de la Cour suprême qui ouvre vraiment l'aide médicale à mourir sous toutes ses formes à une clientèle beaucoup plus vaste. Puis, en fait, légalement, en fait, les gouvernements, les paliers de gouvernement n'auront ultimement pas beaucoup de choix de se plier à ce jugement-là. Donc, il va avoir des modalités. C'est plus dans le comment, c'est plus dans l'idée de prendre son temps, dans comment ces mesures-là vont être implantées parce que c'est excessivement complexe du quand, le comment, mais on peut penser que dans un avenir moyen terme, les personnes atteintes de démence puissent recevoir l'aide médicale à mourir. Puis mon feeling, puis on reviendra pour en discuter dans quelques mois, quelques années, mais mon feeling, ça va être des gens qui sont atteints de démence, mais qui ne sont pas encore conscients, qui vont faire des demandes d'aide médicale à mourir, puis qui vont avoir le droit de l'avoir avant que des demandes anticipées soient administrées en toute fin de vie. Mais ça, c'est un guess. Je peux vraiment me tromper, mais je pense que c'est le scénario de la personne consciente, mais souffrante de par le fait qu'elle soit atteinte de cette maladie-là et d'autres maladies par ailleurs, parce que souvent, c'est pas isolé, ils ne sont pas juste atteints de démence. Je pense que ça va être considéré éventuellement suffisant, ou en tout cas, la personne va être suffisamment souffrante au sens de l'esprit de Carter pour pouvoir demander et recevoir l'aide médicale à mourir. Et je pense que ça rejoignait aussi la question de M. Héon. Si jamais je me trompe, n'hésitez pas à me faire signe, M. Héon. Entre-temps, Marie-Pierre, qui a la main gentiment levée, j'espère que tu as pas mal à la main. Non, c'est pas pire. Au moins, on n'est pas en présentiel. Moi, j'ai une question, en fait, par rapport à la démédicalisation de la mort, dans le sens où, tu sais, par le passé, la médecine avait une limite à laquelle elle atteignait, puis elle remettait le patient à la famille, puis la famille s'en occupait en fin de vie. Puis là, on a vu avec le progrès de la technologie qu'il y a comme une espèce de médicalisation justement avec les soins palliatifs, tout ça. Puis là, que maintenant, la personne en fin de vie, ben, c'est comme un peu un renversement. Et la famille, maintenant, quand elle n'est plus capable de s'occuper de la personne, ben, c'est là qu'elle va le remettre au corps médical. Puis moi, je me demandais si... Ben, j'aimerais avoir en fait votre opinion là-dessus sur est-ce que c'est possible qu'on en soit rendu à un point où, en tant qu'humain, le fait qu'on ait tellement médicalisé une chose qui est en fait finalement naturelle, est-ce que ça pourrait expliquer pourquoi on est attiré par justement l'aide médicale à mourir? Vous parliez de froideur tout à l'heure, d'être entouré de des machines, d'être seul. Fait que c'est un peu ce que j'entends par médicalisation de la mort. Fait que j'aimerais ça vous entendre sur ce sujet-là. C'est vraiment intéressant. En fait, possiblement que la médicalisation de la mort a amené ce que certains vont appeler un acharnement. Puis ça, c'est dans les données qualitatives ça ressort, ça a été même nommé comme ça. C'est que quand je vous parlais, c'est le point de non-retour, c'est qu'à un moment donné, quand ça s'est atteint, c'est là qu'on voit dans le processus de fin de vie. Puis là, vous comprenez que je dis ça, puis je suis une intervenante. J'étais clinicienne en soins palliatifs, puis je suis née du mouvement des soins palliatifs. Fait que, c'est quand même un peu paradoxal, mais vous voyez que je suis biaisée ou j'ai un certain a priori, mais je vous l'affirme quand même. C'est que cette période-là, c'est considéré par certains comme une forme d'acharnement palliatif. De dire est-ce que c'est nécessaire, à quoi ça sert, et peut-être que la médicalisation du mourir a fait en sorte de créer cette période-là. Où les gens sont endormis,
dorment, deviennent inconscients, puis il y a tout un processus. Bon, j'étais pas dans les années avant, au moins, la Deuxième Guerre mondiale, qui a vraiment vu l'hypermédicalisation, le retour vers les hôpitaux, les soins palliatifs dans les hôpitaux. Ce mouvement-là est apparu là, à travers ces années-là. Donc, je n'étais pas là avant. Donc, c'est difficile puis, de vraiment pouvoir comparer. Est-ce que là, est-ce que ça nous donne une vision romancée de la mort à cette période-là? Je ne suis pas certaine non plus, dans le sens que les gens étaient possiblement très souffrants dans l'incompréhension de ce qu'il y avait. Des fois, il n'y avait pas de diagnostic, pas de soins. Puis oui, les soins étaient mis à la famille, mais est-ce que, bon, c'était forcément des conditions meilleures? Là, moi, je me pose sincèrement la question. Donc, pour revenir à cette idée-là, est-ce que c'est la médicalisation du mourir qui a amené à cet intérêt-là pour l'aide médicale à mourir? C'est possiblement, mais je pense qu'il y en a d'autres aussi. Tout l'autodétermination, toute la question d'autodétermination, les mouvements culturels. Je pense qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qui viennent définitivement contribuer à cette préférence-là ou cette vision favorable par rapport à l'aide médicale à mourir. Avec grand plaisir, je vous propose qu'on continue avec les questions qu'on a reçues dans le chat et par la suite, on a Caroline qui a la main levée. Puis après, on peut ouvrir la conversation à tout le monde, là, vraiment, puis profiter de notre belle communauté. Alors, on était rendu à la question de Guylaine. Selon ton étude, Diane, est-ce que le facteur de croyance ou d'origine des participants a un impact sur les résultats en lien avec l'attitude favorable ou défavorable à l'aide médicale à mourir? En fait, ce que j'ai comme données, c'est que la religiosité ou l'importance accordée à la religion influence l'attitude. Par contre, je n'ai pas la donnée, puis je m'excuse de la limite en question pour l'instant, parce que je vais avoir les données, mais je ne les ai pas encore, de comment ça influence ou si ça influence là, d'une manière favorable ou défavorable. Fait que ça, je l'ai pas, mais l'importance accordée à la religion est un facteur. Par rapport aux éléments culturels, on n'avait pas assez de variations sur le plan ethnique pour pouvoir faire ces analyses-là. Donc, c'était vraiment c'est très, très, très limité. Là. On avait quand même un échantillon assez homogène. OK. On a une double question de Anna, toujours des bonnes questions. Est-ce qu'on devrait faire plus pour clarifier ces soins auprès de la population, mieux informer, par exemple, des capsules? Il y a définitivement une réflexion à faire là-dessus. Puis un travail systémique parce qu'il y a un rôle, je pense, au niveau de plus santé publique générale, d'information, de connaissances et par rapport aux soins palliatifs plus largement. Au choix, aux prises de décision, là, par rapport aux prises de décision partagées, même l'éducation par rapport à l'implication dans les soins. Je pense que ça part même de là. Fait qu'on a beaucoup à faire, et incluant les soins palliatifs. Fait que ça, c'est une chose. Fait que, à la sphère sociale, mais ça va aussi dans l'accompagnement en lien avec les professionnels de la santé. Les professionnels de la santé, première, deuxième, troisième ligne. Souvent, les discussions par rapport aux options de fin de vie, ben, c'est les intensivistes, quand les gens sont aux soins intensifs, qui ont à... Bon, là, si votre cœur arrête, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, c'est la première fois que cette question-là se nomme aussi clairement. Puis là, la personne a à prendre une décision. Mais là, elle est essoufflée, elle est un petit peu amochée par la situation qui arrive. Les proches sont en crise, elle vient peut-être de faire un infarctus. Il y a plein de choses qui sont là en ligne de compte, puis
je pense qu'il ne devrait pas être fait. Donc, quoi faire, là? Je me sens bien petite dans mes souliers pour dire on devrait faire X, Y, puis voici ce que je vous propose. Ça, je pense que je ne rentre pas là-dedans. Je pense qu'il y a une réflexion puis un travail définitivement collectif si les gouvernements se mobilisent pour le faire. Je pense qu'il y a une volonté, assurément. Mais comment, ça, c'est un autre point. Et d'une manière limitée, ben, il y a quand même des dépliants dans les différentes organisations, dans les institutions, dans les établissements pour informer la population. Il y a une volonté, ben, c'est bon, est-ce que c'est efficace? Ça, je ne suis pas sûre que ça a été évalué, mais il y a quand même une volonté d'informer la population, mais ces moyens-là sont mitigés. Au départ, le ministère, juste pour... Je pars, puis je n'arrête plus de parler, mais le ministère avait l'intention de faire des capsules ou avait comme des trucs publicitaires, puis ça a été arrêté en cours de route. Fait que, pourquoi? Ben, il y a peut-être des enjeux à différents niveaux, là, mais c'est ça. Est-ce que, je vais à la deuxième question d'Anna, les médecins sont moins favorables que les infirmières? Est-ce que ce serait parce que l'acte lui-même revient au médecin et donc le fardeau est plus grand sur le médecin? C'est une bonne hypothèse. Au moment où ça a été évalué, je dirais de manière la plus récente, l'étude portait sur l'administration pour une infirmière. Donc, on demandait aux infirmières, seriez-vous favorables à l'administrer? C'était parce qu'en fait, au Canada aussi, les infirmières praticiennes spécialisées peuvent l'administrer. Contrairement ici au Québec, c'est juste les médecins. Donc, il y avait une anticipation que les infirmières puissent être impliquées dans ce processus-là. Mais, puis là, ben, même question, réponse différente en termes d'attitude. Donc, là, c'est comme une hypothèse pour un peu dire, ben, c'est peut-être pas ça la cause. Mais c'est une bonne hypothèse quand même. Une des hypothèses qui pourrait être qui a été identifiée, c'est la proximité de l'infirmière avec le patient. Dans le sens qu'elle passe beaucoup d'heures, beaucoup de temps auprès du patient, puis communique beaucoup, échange beaucoup, voit la famille, a une vision peut-être un peu plus explicite de la souffrance ou de la situation de la personne, puis le voit dans ses différentes dimensions. Alors que le contact ou le rapport du médecin, puis je ne veux pas tomber dans les clichés ou dans les stéréotypes, mais le contact avec le médecin est beaucoup plus rapide, très ciblé, puis limité en termes de temps. Donc, il y a peut-être aussi ce rapport-là, cette proximité-là que l'infirmière et d'autres cliniciens là, qui ont ce même rapport-là de proximité avec les patients, qui pourraient possiblement influencer l'attitude ou l'intention de participer à un acte d'euthanasie.